enregistrement. Je vais enlever ici tout ce qui concerne l'effacer, hop, pour pouvoir voir s'il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Je vais partager le document qui concerne le TD. On va voir ensemble de quoi il s'agit. On va décrypter le document. On va voir ensemble qu'il faut toujours, avant d'attaquer, analyser le plan. TD tuto 2, ici, Villa module 2. Alors, ces plans-là sont extraits. Alors, je vais arrêter la vidéo ici, ça sert à rien. La webcam était... Ouais, bon, c'est reparti a priori, bon, c'est bien. Alors, c'est extrait d'un plan architecte de plusieurs modules qui sont côte à côte. J'en ai extrait les informations et je vais zoomer sur une partie. Nous, ce qu'on aura à reproduire, c'est que soit le rez-de-chaussée, pour ceux qui vont assez vite, vous pouvez faire les deux niveaux sur votre plan. On ne fera pas les coupes qui sont en dessous, mais les coupes sont intéressantes, notamment pour voir des informations complémentaires à la vue, qui est une vue en plan dans la coupe qui est ici. Alors je pense de mémoire que vous avez tous des notions de BTP. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. On va décrypter ce qui se passe au niveau du rez-de-chaussée ici de notre plan. Donc l'entrée du bâtiment de cette villa individuelle se fait par ici l'entrée, la porte d'entrée. Vous avez la porte de garage ici. Les murs sont des murs en béton armé. Ils sont hachurés, ils sont dans notre plan de couple qui est situé à 1 mètre de haut. Et on a des ouvertures de part et d'autre, un peu partout ici, donc une porte de ce côté-là, des porte-fenêtres sur la façade qui est située au nord, et des fenêtres qui sont situées ici. Alors, pour connaître la position de la fenêtre, on a bien sûr besoin des coupes qui sont juste en dessous. Ça, c'est logique. La porte d'entrée, le seuil, et à l'entrée, on a un hall d'entrée. Les croix qui sont représentées ici, c'est un placard d'entrée. Ensuite, les marches de l'escalier. Pourquoi? Parce que les valeurs qui sont indiquées ici nous donnent la cote de niveau entre le seuil, 15,99 mètres, c'est en cote NGF par exemple, nivellement général de la France, c'est-à-dire par rapport à un 0 qui est situé au marégraphe de Marseille. Ici, je passe à 16 mètres 01, donc il y a un décalage par rapport au seuil d'entrée. Et ensuite, le séjour est situé plus haut, d'où les marches qui sont ici. Et lorsqu'on observe la valeur qui est dans le cercle, toute la partie de dalle qui est au niveau du séjour, mais également dans la cuisine, et ensuite au niveau du cellier et des WC, tout ça est situé à la même altitude, toute la dalle est au même niveau. Donc il y a un décroché au niveau des superficies qu'on ne le voit pas forcément comme ça parce que c'est pas une vue 3D, mais on verra par la suite qu'on peut faire une modélisation 3D de ça et un petit peu mieux apprécier la géométrie. Dans la partie séjour, on observe un escalier qui permet de monter et qui va permettre d'accéder à l'étage qui est au-dessus. À l'entrée, vous avez des sigles. Ici, vous avez BL pour la boîte aux lettres. Vous avez un élément qui permet d'évacuer les fumées de votre chaudière ou chauffe-eau ici vers l'extérieur. Et au niveau de la désignation, ce qui est représenté ici sur le côté, à côté du mur, c'est de l'isolation. Okay, les menuiseries sont... bon, ici, on n'a pas les références. On verra sur un petit peu plus tard les informations qui sont liées à ça. À l'étage, on retrouve la même trame, ce qui veut dire qu'on a un aplomb entre les murs extérieurs ici du garage et le mur qui est à l'étage. Par contre, il y a des décrochés dans l'angle supérieur au droit avec une terrasse accessible de part et d'autre de la chambre 3 qui est sur notre séjour et de l'autre côté sur la partie cuisine et WC. Alors, à l'étage, lorsqu'on arrive par l'escalier, on arrive par ce côté-là et on a une cote de niveau de 19,27 pour l'ensemble de l'étage. Toute la dalle est à la même altitude. On rentre dans la chambre 1 avec une fenêtre de ce côté-là, on a des placards de ce côté, et si on va dans la chambre 2, on a des placards de l'autre côté, en vis-à-vis. Salle de bain, WC, avec des portes, l'entrée et des cloisons. L'isolation se fait ici, même chose, en doublant le mur qui fait 20 d'épaisseur par un isolant de 10. Voilà. Et notre objectif, c'est de représenter les informations sur ces deux niveaux. Alors, rez-de-chaussée et ensuite l'étage par la suite. On verra un
un petit peu plus tard que lorsqu'on a établi un plan d'architecte, on peut en faire un plan de coffrage directement. Et c'est en cela où c'est intéressant. Alors, une information clé, notre tracé va être basé sur les codes qui sont définis ici, puisque c'est ce qui va nous permettre de réaliser notre plan d'architecte. Pour reproduire ce plan, en fait. Pour reproduire ce plan, il faudra bien sûr vérifier que les codes qui sont fournis sont corrects. Alors, à la lecture du plan, il faut analyser, par exemple, que cette cote-là est de 3 mètres. Là, j'ai une cote de 2,50 m, un petit peu plus bas au niveau du garage. Et il faut vérifier que si je cumule avec les 25 de ce côté-là et si j'ai 25 de l'autre côté, a priori, ça me fait bien des 3 mètres qui sont à l'intérieur. Mais si j'observe ce qui se passe au-dessus, j'ai 1,90 m, plus ma cloison de 10, ça fait 2 mètres, plus 1 mètre de passage pour la porte, ça fait bien 3 mètres aussi. Ça me paraît cohérent. Mais lorsque je regarde au-dessus, je m'aperçois que j'ai 1 mètre de passage ici, mais je me retrouve avec du 3,20 m de ce côté-là. À votre avis, qu'est-ce que vous pensez de la cote de 3,20 m? Exactement, elle est fausse. Elle est fausse et il faut réétudier la valeur numérique. Donc ça veut dire, il se peut que dans vos plans, lorsque vous êtes en train de dessiner, certaines valeurs soient fausses. Et bien sûr, dans ce plan, j'ai bien sûr mis en place quelques petites coquilles pour que vous puissiez avoir un œil critique aussi sur ce qui est produit. Parce que ce soit un architecte ou que ce soit un bureau d'études, il peut être amené à faire des erreurs dans les plans et vous pouvez avoir des imprécisions au niveau des mesures. Donc là, bien sûr, il y a un problème. Est-ce que vous pouvez déceler à l'œil, comme ça, en balayant les codes qui sont sur toute la périphérie de votre plan, une cote qui est fausse par ailleurs? À votre avis, est-ce que vous n'en voyez pas une autre? Ouais, ça doit faire 2 mètres ou 2,20 m. Alors, je ne me rappelle plus, il faut regarder. Ici, si je suis à cote extérieure, si j'ai 3 mètres du mur intérieur jusqu'à l'extérieur, ça doit faire 3,20 m en totalité. Donc forcément, comme l'a écrit, je crois, c'est Virginie, ça doit faire 220 au niveau des valeurs numériques ici. Ouais, exact. 330 de l'autre côté, c'est faux. Ici, alors il faut juste que j'arrive à cliquer sur ce truc-là. Bon, c'est pas grave. Même chose ici, le 320 est faux. Il faut déterminer par un cumul de lignes de cote. Vous avez le 740 qui vous donne l'information. Il faut trouver la valeur qui correspond. Alors, trouvez-moi la valeur. Donnez-moi la valeur qui doit être juste. Donc, je vais prendre une feuille de papier. Moi aussi, je vais faire le calcul pour vérifier que j'obtiens la même chose que vous. Donc, si j'ai 7,40 m, je vais lui rajouter 10 d'isolant plus 20 de ce côté-là, plus 10 d'isolant plus 20 jusqu'à l'extérieur. Donc ça me fait 8 mètres. Et si j'analyse, j'ai 1,20 m plus 1,60 m. Alors faites attention, moi je parle en mètres, mais les codes sont donnés en centimètres, hein, bien sûr. Plus 2,40, ce qui me fait vous trouvez combien? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas comment faire, qui sont perdus? Alors, Frédéric, comment on fait pour le calcul des cotes? Ici, si la valeur qui est fausse ici, voilà, c'est trop gros là, ça va pas du tout là. C'est quoi cette histoire? Hop.
La taille, paf, c'est bon. Donc la cote ici est fausse. Il faut que je trouve la valeur de cette cote-là. Et je vais cumuler avec toutes les autres cotes. Ça veut dire que je vais me baser sur cette ligne de cote qui va de l'extérieur jusqu'à l'extérieur du mur ici. Il faut que je trouve cette ligne de cote quelque part. Pourquoi? Parce que la valeur qui est ici, je sais la calculer. Je fais 120 plus 160 plus 150 plus 240. Toute la ligne de code qui est là-haut. Et je trouve 670. J'ai fait le cumul. Donc de là, il me manque le complément. Donc il faut qu'en utilisant la ligne de code qui est ici, mais cette fois-ci, il faut le 740, il va de bord à bord. Il faut que je lui rajoute 10 d'isolant et 20 de mur, 10 d'isolant et 20 de mur. Ça veut dire que je sais calculer cette valeur-là en additionnant 740 plus 30 plus 30. Ça fait 800 cm. Donc ça fait 8 mètres de long. Donc en faisant la différence des deux, je retrouve exact 1,30 m. Donc ici, ça fait 130. Ça marche? On est bon? Ok. Alors, il faut juste que je me rappelle comment on fait pour effacer toutes ces bêtises. Hop. Ah, c'est ça. Tchouk. Hop, je prends tout ça et je le mets à la poubelle. Touc. Alors, les codes du bas auxquels on retranche les codes du haut. Ouais, tout à fait. C'est exactement le même principe. On peut faire 740 plus 10. Euh, euh, il faut quand même rajouter les valeurs sur les côtés, hein, bien sûr. Ok, bien. Donc ça, c'est la première partie. Analysez bien le plan avant de commencer. Deuxième partie, donc ça, je vais le noter. 1. Analyse du plan. En 2, l'objectif est de reproduire le plan. On va utiliser un fond de plan. Qui dit fond de plan, dit quoi dans AutoCAD? Alors, avant de parler de calque, parce que calque, c'est qu'un support de vos éléments, c'est pas le bon terme. Paf, 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 paf. Alors, se faire un gabarit exact, ça veut dire que logiquement, si tout va bien, le dessin sur lequel je suis en train de travailler, c'est-à-dire si vous ouvrez ce dessin-là, il faut qu'il soit correctement édité, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit avec le fond de plan, un gabarit qui soit approprié. Donc la deuxième, après avoir analysé le plan, il faut un fond de plan correct, c'est-à-dire ouvrir le bon gabarit. Si vous partez de zéro, mais si vous partez pas de zéro, ici, c'est un plan qui a déjà été amorcé avec un gabarit adéquat. Donc on est allé un peu plus loin. Je vous ai déjà mis en place ici des informations sur des axes, alors qui sont corrects, hein. Vous avez les entraxes qui vous sont fournis, sauf qu'il y a des imprécisions. Alors on va voir ça ensemble un petit peu plus tard. Vous avez le rez-de-chaussée ici, l'étage au-dessus, et vous avez les blocs qui ont été insérés déjà. Donc ça permet de gagner du temps. Vous allez voir dans une des vidéos à suivre, sur la vidéo sur le plan architecte, comment faire des blocs et comment travailler avec ces blocs et les basculer d'un dessin à l'autre. Je pourrais vous le montrer en fin de séance. Préparez vos listings de questions, toutes celles qui vous viennent, et après on pourra justement les aborder ensemble à la fin de cette séance-là.
Alors, j'analyse mon fichier et je vous ai parlé de gabarit. Ça peut être aussi une charte graphique. Certains parlent de charte graphique parce qu'il doit y avoir un nombre de calques donné, un paramétrage qui est adéquat en fonction du travail que vous avez à fournir. Et il faut bien sûr avoir ici la gestion des calques et avoir dès le départ dans votre gabarit soit des calques qui sont prédéfinis, soit les définir en fonction du dessin que vous avez à faire. Si vous faites un plan architecte ou un plan de coffrage, un plan de bureau d'études de calcul de structure, vous n'aurez pas les mêmes éléments dans votre gabarit. Et comme là, c'est un dessin qui est un petit peu vierge et qui permet de s'entraîner, là, il n'y a pas de calque. Il va falloir se les créer. Donc, on va analyser le plan et on va créer les calques qui correspondent correctement. Avant de créer les calques, donc ça, je vais le noter pour y penser, je vais modifier les imprécisions qui sont ici sur le plan au départ. Je vais aussi, comme vous l'avez marqué, choix des unités et gabarit. Alors les unités, on peut le faire. On va aller dans l'utilitaire de dessin, unité, la lettre A d'AutoCAD, vous vous rappelez, hein, utilitaire dessin, unité. Les unités, c'est les unités qui sont métriques. Ça sert pour l'insertion des objets. On va regarder au niveau de nos valeurs. Et les... Mince, je suis sorti, j'ai fait échappe. Je refais utilitaire dessin, unité. Ici, c'est marqué unité, mais c'est vraiment l'échelle d'insertion. Vous pouvez très bien travailler en centimètres en ayant une échelle en mètres. Ça pose aucun souci parce que le logiciel, lui, vous donne simplement les valeurs métriques. Enfin, des valeurs d'unité en fait. Vous tapez 3, pour lui, c'est 3 unités. Il s'en fiche de savoir si c'est des centimètres ou des mètres. C'est vous qui faites le choix. Alors, on va d'abord vérifier que ça correspond bien. Si je fais mesurer, de ce point-là à ce point-là, j'ai bien 3,20. Ça veut dire que par rapport au dessin qui est fourni, le plan, lui, est en mètres. Alors que le plan qui vous est fourni est en centimètres. Je vous rappelle que la norme, c'est soit le mètre, soit le millimètre au niveau des échelles de plan. Donc c'est pour ça que le choix a été fait ici de travailler avec des unités métriques. Ça veut dire qu'il faut faire attention aux valeurs que vous allez rentrer. Il faut convertir dans votre tête les valeurs qui sont en centimètres, en mètres. Il faut raisonner en mètres, en fait. Cohérent en échelle, gabarit centimétrique, cote millimétrique, insertion bloc à l'échelle, présentation. Alors, pour la question de Virginie, si vous ouvrez le gabarit que je vous ai fourni, c'est-à-dire le gabarit CNAM DWT, que vous le mettez comme gabarit de départ, ou que vous cliquez sur ce gabarit-là au démarrage. Dans ce gabarit, vous avez tous les paramétrages qui vous permettent de dessiner dans l'unité de votre choix. C'est-à-dire vous pouvez dessiner en centimètres, en mètres, en millimètres dedans, ça ne changera rien au dessin. Et quand vous allez faire votre présentation et que vous allez faire votre cotation, vous allez choisir, vous, la correspondance entre ce que vous avez utilisé comme unité et ce que vous voulez produire au final, quoi. Donc en ouvrant ce gabarit-là, quand vous allez faire de la cotation, vous allez dans Annoter ici et dans les choix, vous allez choisir celui qui correspond. Ah, là, il n'y a que l'annotatif métrique. J'ai supprimé les autres, en fait, parce que là, je ne fais que du métrique. J'ai supprimé les autres styles pour pas qu'il y ait d'équivoque et qu'il n'y ait pas de soucis entre vous. Mais dans mon gabarit de base, vous avez le choix entre les trois. Donc, vous allez pouvoir imposer celui que vous voulez. De la même manière, ici, si vous choisissez ensuite de travailler en mètres, il faut simplement, ici, utilitaire de dessin, imposer votre unité métrique d'insertion des objets. Et ensuite, lorsqu'on fera les présentations, quand on va aller dans notre présentation ici, on va faire clic droit, gestionnaire de mise en page, modifier. On va dire qu'on est à 1000 mm, une unité dessin, dans notre paramétrage. Et là, tout est calé pour être bon. Il n'y a plus d'équivoque en fait. Il n'y a plus de bidouillage à faire. Donc ce gabarit de démarrage, le gabarit CNAM que je vous ai fourni, il permet d'éviter de modifier les paramètres à chaque fois et de faire votre choix perso d'unité et de travailler dessus. D'accord? Bonsoir Laurent. Voilà. Donc ça, c'est important de démarrer avec le gabarit CNAM DWT que j'ai mis en partage. Et là, vous n'avez pas besoin de démarrer avec le gabarit puisque le fichier de départ vous est fourni automatiquement. Pas de souci, Laurent. Ok. Alors ça, c'était la première chose. Donc premier truc qu'on a dit qu'il fallait faire, c'est créer les calques. On va se lister les calques à produire pour cette application, pour cet exercice-là. Donc je reviens sur le dessin sur lequel on va travailler ensemble. Je vais geler tout ça, je vais reprendre mon PDF et on va regarder sur ce plan-là. On va lister les différents éléments.
code standard et le gestionnaire de présentation qui doit être cohérent. Oui. Alors, pour être plus clair, parce que c'est peut-être pas très clair, quand vous démarrez avec votre gabarit CNAM, ici, au niveau de votre dessin, la première chose à faire pour pas se planter, c'est de choisir ici l'échelle des objets annotatifs et choisir l'échelle qui correspond à votre type de plan. C'est-à-dire, si c'est un plan archi ou coffrage, c'est du 1/50e. Si c'est un plan de masse, du 200e. Si c'est un plan de situation, ça peut être plus petite échelle, donc la valeur qui augmente. Mais logiquement, il faut faire ce premier choix au 1/50e. Et ensuite, si vous avez, avant de commencer toujours à dessiner, dans annoter ici, vous allez choisir l'unité de votre cotation annotatif. Et dans les unités, vous allez choisir dans quelle unité vous insérez vos objets. Et après, vous commencez à dessiner. Vraiment, il faut pas prendre la cote standard. Si vous prenez les codes standards, elles sont pas annotatives. Donc, elles sont pas liées et donc vous allez être en train de bidouiller parce que si vous faites du centimètre, du mètre ou du millimètre, bah, la cote standard, elle tient pas compte de votre unité dessin que vous avez choisie. Elle est dans un format donné. Le seul moyen de s'adapter à votre échelle, c'est d'utiliser le format notatif et de spécifier l'échelle à laquelle vous voulez adapter votre cotation en fait. Quelle que soit l'échelle que vous allez choisir, si vous mettez le bon, enfin, quelle que soit l'unité que vous allez choisir, si vous mettez la bonne unité au niveau du annotatif, au niveau du choix de votre style de cote, à ce moment-là, ça marche tout seul. Et vous n'avez plus de questions à vous poser. On va le vérifier. Alors là, je l'ai verrouillé pour que vous n'ayez pas le choix en fait. Mais si vous refaites avec une autre application et que vous voulez faire ce plan-là en centimètres, ce qui est tout à fait possible, bah vous allez voir, ça marche aussi bien. On le verra sur d'autres applications et on le reverra encore et encore, hein, vous inquiétez pas. Donc là, l'unité métrique, je vais simplement lister les calques sur lesquels je vais travailler. À votre avis, quels sont les calques que vous proposez ici en dehors de ceux qui sont déjà faits? Proposez-moi un ensemble de calques. Alors, si je regarde les calques, dans le début ici, je liste mes calques. J'ai trait de construction, texte, équipement, def point. Def point, c'est autre chose. Et le calque 0 qui sert à rien, quoi. Enfin, il sert à rien. Il sert de calque de construction. Il y est par défaut et on ne peut pas le modifier. Donc, qu'est-ce que vous pourriez citer comme calque? Alors, cotation, c'est un peu la fin, mais on va le noter. Cotation, oui. Ouverture, euh, moi, je mettrais plutôt menuiserie. Alors, il y a un calque qui s'appelle équipement, mais moi, je préfère distinguer ce qui est des menuiseries dans lesquelles je vais mettre les ouvertures, les portes. Et tout ce qui est sanitaire, je vais le mettre dans un autre calque. Tous les équipements de sanitaire, du tertiaire, voilà. Le texte, il est déjà créé. On va se créer un calque mur, exact. Un calque cloison, ok. On va définir aussi, vous avez de l'isolant. Isolation, Maureen en a parlé. Ok. Cote, cotation, on l'a dit. Texte, il y est déjà. Et je pense qu'on a fait le tour à peu près. On va mettre quoi d'autre? Je regarde le texte. Un calque pour les hachures, pour les mettre à part, pour pas surcharger notre dessin. Et a priori, c'est bon. Alors allons-y. On commence par ça. Alors c'est une question que m'avait posée, alors je crois que c'est Frédéric, mais je suis pas sûr, sur le choix de la création des calques. Est-ce qu'il faut créer les calques au départ ou est-ce qu'on les crée au fur et à mesure que l'on dessine? euh, L'idéal, c'est de les créer au départ et de travailler directement dans le bon calque. Comment on les crée? On va ici dans Début, Propriété du calque, c'est le bouton qui est en plein centre, là où il y a les calques. Ici, on clique dessus et on va, je vais agrandir un peu, hop là, je vais verrouiller ma fenêtre pour que vous puissiez voir. Et je vais l'agrandir si j'arrive à le faire, s'il veut bien. Bon, c'est pas grave. Le bouton avec le soleil ici pour créer des calques complémentaires. Je vais en créer une série, plusieurs. Elles sont basées sur le calque 0. Et je clique une première fois et une deuxième fois sur calque 1 pour changer le nom. Et je vais rentrer, cotation. Ensuite, premier clic, deuxième clic. Alors si les deux clics sont trop serrés, il y a une encoche verte qui passe devant. Ce qui veut dire qu'il devient calque courant. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux un premier clic et ensuite un deuxième clic plus long, plus tard, quoi. Menuiserie, premier clic, deuxième clic,
sanitaire. Oula. Etc., etc. Alors, je vais pas tous les créer maintenant. On va aller un peu plus vite. Je vais créer mur. Et je vais créer cloison. Isolant. Et j'en fais un autre pour les hachures. Bon, j'avais dit que je faisais pas tout, mais... Hop. Ok. On va commencer à gérer aussi d'autres informations pour rendre notre dessin le plus cohérent possible. Alors, il faudrait juste que je puisse ici cliquer là-dessus et venir attraper, s'il veut bien. Voilà. Je vais agrandir comme ceci pour que vous puissiez bien voir. Je vais changer la couleur de mes murs en double-cliquant ici sur couleur. J'agrandis pour que vous puissiez bien voir. Couleur de mes murs, je vais double-cliquer pour changer la couleur, je vais le passer en bleu. Alors, il n'y a pas de... on peut avoir une charte graphique dans les bureaux d'études, enfin, ou les bureaux d'architectes. Ici, il n'y a pas d'information. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, quoi. Hein, c'est pas. Ce qu'il faut éviter, c'est surtout le jaune. Alors, je vais mettre pour l'isolant, hein, mais la plupart du temps, nous, on va faire de l'impression en monochrome, donc en noir et blanc, et ça sort très bien comme ça. On gère les couleurs, c'est surtout pour pouvoir visuellement bien voir les choses et vérifier que les éléments sont dans le bon calque au fur et à mesure que l'on dessine. L'autre élément clé, ça va être sur les épaisseurs de ligne. Tout ce qui est dans le plan de coupe doit être renforcé par rapport à ce qui est en arrière-plan de notre plan de coupe. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les éléments qui sont de type poteau, mur, sont coupés. Tout ce qui est menuiserie va pas être coupé en fait. Les ouvertures, elles seront pas coupées. Les portes, alors elles sont coupées si vous voulez, mais elles vont faire apparaître que ce qui est en dessous. Alors dans les hachures, dans le plan qui est ici, on le voit pas très bien, tout est hachuré, donc on voit pas les épaisseurs de ligne. Alors c'est un peu piégeux. Nous, on va le faire apparaître. Donc il s'agit simplement dans notre plan que du mur. Et on va cliquer ici sur les épaisseurs pour lui affecter une épaisseur à 0,5. Alors, dans la norme, c'est par ordre, il y a 3 types d'épaisseur de ligne, du 0,7, du 0,5 et du 0,35. Du 0,2, en fait, c'était lié aux pointes de rotring qu'on avait à l'époque lorsqu'on faisait des dessins au rotring. Et il fallait gratter avec des lames de rasoir. Donc, c'était par exemple, c'est comme les stylos qu'on vend actuellement, hein, des pointes en 0,7 et 0,5, ça existe. Là, c'est la même chose. On va faire des traits avec une certaine épaisseur. Par exemple, les hachures, on va se mettre avec une épaisseur à 0,15 ou 0,2, pardon, je vais mettre 0,2, voilà. Et tous nos autres éléments, ils sont par défaut, ils vont être dans les mêmes éléments. Alors, on pourrait le gérer, mais là, je veux juste apporter un peu de relief à mon dessin, ça me suffira très bien de juste passer mes poteaux et mes murs. Là, j'ai pas de poteaux, donc j'ai que des murs. Les murs, je les passe en 0,5. Ça me donnera le relief suffisant. Tout le reste, a priori, on peut le laisser. Si on veut apporter un peu plus de, je dirais, d'harmonie à notre, voilà, on pourrait jouer sur d'autres types de lignes. Alors, il y a un autre truc qu'on n'a pas fait ici, c'est un autre calque. Je vais mettre un calque axe. Et le calque axe, je vais le mettre dans une couleur que je puisse bien voir. Alors, je vais mettre en violet ici, en magenta. Ok. Bon, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Je vais revenir sur le calque 0 pour le rendre courant. J'ai créé mes calques, j'ai géré aussi les épaisseurs de ligne. On pourrait le parfaire, bien sûr, tout ça. Vérifiez bien que tout est imprimable à droite. Il n'y a que le def point qui n'est pas imprimable. Et ça, on verra un petit peu plus tard ce qui est là dans la partie droite de notre gestionnaire de calque. Je ferme mon gestionnaire de calque. Et je m'aperçois que tout ce qui correspond ici à mes axes, ici, si je clique dessus, ils sont dans trait de construction. Ça apparaît en haut dans l'intitulé. Il faut que je les mette dans mon calque axe. Alors, je vous rappelle comment on fait pour faire ça. Je vous rappelle également que j'ai un bouton, moi, que j'ai rajouté qui s'appelle les propriétés. Comment j'ai fait pour rajouter? Juste à côté, il y a un petit triangle. J'ai paramétré pour rajouter ici, pour mettre la petite coche sur propriété, pour la voir rapidement. Ce qui me permet ici de cliquer dessus et d'avoir les propriétés de ce qui est sur brillance, en bleu ici. Et donc, il est bien c'est une ligne qui est de couleur du calque et qui est dans le calque trait de construction axe de mur. Alors si maintenant je veux les déporter dans un autre, je pourrais faire une fenêtre de gauche à droite, sauf que tout ce qui est dans la fenêtre ici, et y compris la cotation, risque de basculer
dans un mauvais calque. Il ne faut pas que je fasse ça. Je fais échappe, je sors de ma sélection. Je vais geler certains éléments à l'affichage. C'est-à-dire, je vais les désactiver de l'affichage. Pour geler les éléments, vous avez les boutons qui sont juste en dessous ici, qui permettent de faire ça. C'est le petit bouton qui est ici, qui s'appelle geler. Je vais cliquer dessus, et je vais cliquer sur la cotation, et qui me dit, je ne peux pas le geler parce qu'il est dans le calque courant. Donc, il va falloir paramétrer ou changer cet élément de calque. Alors, effectivement, cet élément-là, il devrait être dans le calque cotation. Je vais dès à présent les sélectionner. Comment je fais pour les basculer dans un autre calque? Une fois que je les ai sélectionnés, il suffit de faire dérouler ici et de le basculer dans le calque cotation. Et une fois que c'est fait, je fais échappe. Si maintenant, je vais sur le bouton geler, je sélectionne ma cotation. Ici, je zoome dessus pour bien voir. Je sélectionne ma cotation. Alors, pourquoi il ne veut pas? Bizarre. Je dois pouvoir le geler, hein, normalement. Si je clique dessus, voilà. J'étais pas sorti. Donc là, il a gelé tous les éléments qui sont dans ce calque, enfin, qui étaient sur lesquels j'ai cliqué. De la même manière, je peux geler cet élément-là et je peux geler tous les éléments qui sont dans le calque. En fait, il gèle le calque de l'élément sélectionné. Donc là, j'ai que mes axes qui sont représentés. Si maintenant je fais une fenêtre de sélection, je vais pouvoir, vous voyez que le ruban a été modifié et j'ai d'autres informations. C'est lié à une sélection qui s'appelle une sélection multiple. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est revenir dans mon ruban début pour aller basculer tout ça dans le calque axe. Alors, si je fais ça, je m'aperçois que mes traits d'axe ont été modifiés au niveau du type de ligne. Le type de ligne n'apparaît plus correctement. Si je fais un CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL Z, plusieurs fois jusqu'à ce que je revienne à ma sélection, bah là, mes traits d'axe apparaissaient bien en traits d'axe. Alors, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que dans mon calque ici, alors on va le refaire ensemble pour voir ce qui s'est passé, ça peut être intéressant. Je refais la manip, je sélectionne mes éléments, je reviens dans le début, je passe de trait de construction à axe. Je fais échappe et je m'aperçois que mes traits d'axe sont plus en traits d'axe. Je vais aller regarder ici dans mes propriétés de ligne, c'est le dernier ligne ici, et je vais aller dans autre. Et je m'aperçois ici que alors pourquoi ça a été modifié en fonction? Ah oui, annulé. En fait, lorsque j'ai défini mon calque axe, je lui ai dit nulle part que ce calque-là n'était pas en type de ligne continue, mais en type axe, alors que celui-là est bien en type axe. Donc là, je vais le basculer en type axe. OK, je ferme et je m'aperçois que ça a bien marché ici. Sauf que les cercles qui sont au-dessus, ils n'ont pas à être en trait d'axe. Ceux-là, ils doivent être en trait continu. Donc ponctuellement, même si je suis dans un calque de trait d'axe, je peux très bien pour certains objets, et en les sélectionnant, alors je peux les sélectionner un par un, mais si je fais une petite fenêtre de droite à gauche en étant à l'horizontale, en écrêtant en fait mes cercles, je vais pouvoir tous les sélectionner en une seule fois. Et tous mes éléments, au lieu de les mettre dans les propriétés qui sont cette fois-ci à droite, les propriétés du calque, je vais leur spécifier, je ne veux pas que vous soyez en propriété axe du calque, je veux que vous soyez continu, vous. Et là, même s'ils font partie d'un calque axe qui est ici, qui a comme propriété des propriétés de trait en trait d'axe, bah, ceux-là seront en objet, voilà. Donc même chose pour les autres cercles. Ici, je vais sélectionner chacun de mes cercles parce que c'est un peu plus compliqué à faire une sélection multiple. Mais sur le principe, je vais lui dire que dans les propriétés qui sont là, je veux que ça soit en continu. Et là, ça paraît être plus cohérent. Il faut faire la même chose en bas pour faire les choses correctement. OK? Pensez au fur et à mesure que vous travaillez, fichier enregistré sous, et enregistrer différentes versions. Je vous conseille de faire ça sur vos différents dessins. Alors, je vais l'appeler C1 pour correction 1, mais vous pouvez les enregistrer comme vous voulez. Une autre remarque, si je vous ai demandé, pour certains, ils ont fait la manip, de créer un répertoire sous Dropbox,
c'est que vous déposiez vos dessins dessus pour que je puisse regarder au fur et à mesure ce que vous faites comme travail. Donc il faut utiliser ce répertoire-là comme répertoire de travail pour AutoCAD, quoi. En fait, quand vous faites enregistrer sous, allez le déposer dans la Dropbox, dans le répertoire de la Dropbox. Et vous actualisez votre Dropbox régulièrement. De temps en temps, vous activez la Dropbox. Il met en ligne les fichiers sur la Dropbox en ligne sur le cloud, quoi. Et moi, quand j'active ma Dropbox, au fur et à mesure, je récupère vos fichiers et ça me permet de voir ce qui va pas. Et ensuite, quand vous avez des questions, vous pouvez, alors, Laurent le fait très bien, hein, Laurent Adam, voilà, vous me dites sur tel exercice, j'ai tel problème et je peux ouvrir votre fichier, regarder dedans et vous donner des compléments d'information. C'est ça l'objectif de la Dropbox, en fait, qu'on a développé ensemble. Voilà. Bien. Ok, on va pouvoir commencer à dessiner. Mes axes et ma gestion de plan est à peu près correcte. Comment faire pour faire réapparaître tous les éléments qui étaient là au départ? Vous avez un bouton qui est juste en dessous du bouton gelé, qui est le bouton libérer tous les calques. Si je clique dessus, ça me fait réapparaître tout ce qui a été gelé. Alors cette gestion-là est intéressante parce vous allez le retrouver dans d'autres utilitaires d'Autodesk, hein, notamment Revit, qui résonnent un peu sous ce même principe-là. C'est un réflexe. Alors, on retrouve pas les mêmes boutons, mais les mêmes réflexes, on les aura avec une commande qui est un peu différente, mais c'est un peu le même principe. Bien. Alors, maintenant qu'on a peaufiné notre plan, on va pouvoir démarrer. Je vais juste faire ça, hop, voilà, juste pour moi. On va commencer par le plan du rez-de-chaussée. Le plan du rez-de-chaussée, si j'analyse le plan qui m'est fourni, je vais commencer par tracer du général vers le détail. Toujours du global, en fait, vers le détail qui vous est fourni. Normalement, tous mes axes sont fournis. Peut-être qu'il me manque un axe. Il doit me manquer un axe, j'aurais dû le rajouter. Je vais regarder ce que je l'ai, cet axe-là. Alors, j'ai l'axe 4, 5, 6, 7. J'ai une trame qui est parfaite, sauf qu'il me manque l'axe qui est là. Alors, l'axe qui est sur le contour ici, je ne l'ai pas. Il va falloir calculer sa position. Comment je fais pour calculer la position de cet axe ici? Je vais calculer par rapport au 570 qui m'est fourni en bas. Vous voyez, ce trait d'axe, je vais le recréer. Je vais utiliser l'axe de droite qui s'appelle sur mon fichier AutoCAD l'axe 7 et je vais trouver l'entre-axe avec cet autre axe qui est entre le 5 et le 6. Donc je vais l'appeler 5', si c'est numéroté comme ça, c'est 5'. Donc l'axe 5', il est en position à quelle cote? Est-ce que vous pouvez me donner la valeur de la cote? Moi je vais la calculer de mon côté. C'est assez facile, hein. Est-ce que vous arrivez à voir quelle est la valeur sur laquelle on doit tomber? Est-ce que vous avez une idée? Petit calcul rapide. Alors peut-être que vous ne voyez pas ce dont je suis en train de parler, alors je vais faire le petit schéma qui correspond. L'entre-axe que je veux obtenir, c'est l'entre-axe entre ici, la file 7, et cette file-là qui n'est pas représentée sur mon plan archi. Donc c'est à l'axe, hein, même s'il y a un petit décalage là. Donc ça veut dire que la cote, c'est 570 moins les épaisseurs de mur de part et d'autre pour arriver à l'axe. Donc j'enlève 10 et 10 de chaque côté, ça va me faire 5,50 m. Donc faites bien attention, il ne faut pas utiliser les cotes en centimètres, mais les cotes en mètres. Ce qui, ici, va me permettre de faire un copier. Je vais copier tout ce qui est là au niveau de mon axe. Je le sélectionne, je tape Entrée pour donner ma sélection. Je sélectionne ce point d'accroche pour le déplacement. Je donne une direction, je suis déjà en mode ortho, très bien. Et je vais taper 5.5 Entrée. Et j'arrive entre la file 5 et la file 7, je double-clique sur la valeur de 7, je sélectionne le texte qui est à l'intérieur et je mets 5'. Je ferme l'éditeur de texte en haut. Oui, les murs sont de 20, donc 10 d'un côté pour aller à l'axe 10 de l'autre, ça me fait 5,50 m. Donc là, j'ai créé mon axe. Comme l'axe, ici, je peux le réduire parce qu'il ne s'exerce pas sur toute la hauteur. J'ai peur de m'embrouiller. Alors, je peux très bien aussi
décaler. Donc j'ai utilisé les grippes bleues en fait pour décaler l'extrémité. Et je pourrais très bien prendre le 5' que j'ai dessiné en haut, que j'ai modifié en haut, le déplacer en l'attrapant par ici par un cadran, par un des côtés. Pour cliquer sur le cadran, j'appuie sur le bouton Shift, c'est-à-dire la flèche vers le haut du clavier, je fais un clic droit, et grâce à cette astuce-là, après vous pouvez lâcher, hein, alors vous ne voyez pas sur la caméra, je vais modifier, mais vous allez pouvoir imposer l'accroche cadran. Et si vous faites cadran, vous voyez que là, vous attrapez les 4 cadrans, c'est-à-dire ici, est, ouest, nord, sud, paf, vous l'attrapez par le haut et vous déplacez. Alors, hop, je vais le mettre ici. Sauf qu'en faisant cette manip-là, j'ai tout déplacé. Il faut que je le refasse. Alors, j'en profite pour arrêter ma webcam et la redémarrer pour éviter d'avoir une image qui se fige, en espérant qu'elle ne se fige pas. Bon, elle est figée, donc je vais arrêter ma webcam. Hop. Non, elle est figée. Bon, tant pis. Ce ne sera pas dynamique. Alors, je reviens sur mon dessin. Je vais zoomer ici sur la valeur 5. Je vais utiliser la commande, après ma sélection, déplacer. Le point d'accroche, ben, il se met un peu où il veut. Moi, je vais faire Shift, clic droit de la souris, je relâche et je cherche cadran. Et j'attrape le point haut ici. Et je viens là, le coller en bas. Donc ça me permet d'avoir une gestion un peu plus harmonieuse et moins dense des informations. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tracer les murs. Donc si j'ai besoin de tracer les murs, c'est tout ce qui est grisé ici. Il faut connaître l'espacement du mur et on peut avoir différentes méthodes pour tracer nos murs. Alors, est-ce que vous avez une méthode à me proposer pour tracer tous ces murs qui sont là? Comment vous feriez? En sachant qu'on a déjà la trame qui est définie ici. Proposez-moi des méthodes. Bien sûr, il y a au moins 4 ou 5 méthodes pour faire ça. Après, parmi toutes ces méthodes-là, il faut choisir celle qui vous paraît la plus simple, la plus adaptée, et aussi celle qui vous peut fait gagner du temps. Hein. Alors, faire un mur et les dupliquer. Ouais. Alors, comment vous faites pour tracer le mur, justement? Un mur, c'est composé de 2 traits et on va hachurer à l'intérieur, hein, bien sûr. Comment vous faites pour tracer les traits qui correspondent au contour de notre ossature? Pour tracer le contour ici, nous, on n'a que les axes. Proposez-moi des solutions. Alors, effectivement, il y a plusieurs optiques. Si on utilise la commande rectangle, le problème de rectangle, c'est qu'il va falloir décomposer les contours, enlever les morceaux qui sont en trop. Alors j'imagine que, alors il peut y avoir plusieurs méthodes pour le rectangle, mais si j'imagine que vous voulez faire des rectangles, c'est de tracer ici en s'accrochant là-dessus un rectangle qui fait 20 cm d'épaisseur et qui va jusqu'à ce point-là, et il faudrait tracer son épaisseur et ensuite le décaler ou bon. Rectangle, c'est pas une bonne solution. L'autre commande, c'est de faire une ligne. Alors, si j'utilise la commande ligne et que je trace mes murs, je peux faire ça. Ensuite, utiliser la commande, une fois que j'ai fait ça, décaler. Le décaler avec une distance 0,1, c'est-à-dire 10 cm. Et prendre mon segment ici, donc ma ligne. C'est pour ça que j'ai une sélection multiple. Comment je fais pour avoir une sélection multiple pour pas décaler mon axe? Mais je pourrais plus le faire avec l'axe aussi. Hein. Donc, je n'ai pas forcément besoin de dessiner la ligne. Hein. Je pourrais très bien décaler l'axe. Donc, si je prends l'axe, je fais l'outil décaler. Je fais 0,10, entrée, et je décale une fois vers le haut. Je reprends mon segment sans me tromper, je décale une fois vers le bas. Ensuite, je prends mes 2 segments et je les bascule dans le calque qui correspond dans le calque mur, et ainsi de suite pour tracer tous mes segments, tout le contour. Alors, ça peut être une solution, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Ça marche, hein, mais c'est trop long.
L'autre solution, pour ceux qui sont un peu plus malins, ils vont se dire, mais au lieu de faire d'utiliser le segment, je vais d'abord me mettre dans le bon calque, pour faire du tracé dans le bon calque, dans le calque mur. Ensuite, je me place dans le calque polyligne, et je m'appuie sur le contour de mes axes. Je trace en fait l'axe de mon bâtiment. Donc si je regarde ici la forme de mon bâtiment, je vais aller jusque là. Je remonte à l'axe 5' comme on l'a tracé. Hop, je reviens ici. Et je ferme mon contour de polyligne. Et à ce moment-là, cette polyligne-là, que je viens de sélectionner, je vais la décaler, donc bouton décaler ici, de 0.1, même chose, une fois vers l'extérieur, et une fois je relance ma commande, une fois vers l'intérieur. J'efface le contour qui est à l'intérieur, et ça me fait gagner quand même pas mal de temps pour tout ce qui est raccord. Et je fais la même chose avec les autres éléments. Je trace des lignes et je fais des raccords. Ça c'est une méthode qui est assez optimum et qui marche bien, et on peut faire ça. Il y a une autre commande qui est intéressante aussi, mais qui est limitée, qui est... alors, attendez, je vais revenir en arrière, juste pour vous montrer le principe. Parce qu'une fois que j'ai fait les murs qui sont ici, je vais tracer le mur qui correspond au mur de garage, celui qui est tout à fait à gauche sur la file 5. Donc je suis ici, je vais faire le même tracé, je vais utiliser une commande ligne, je vais partir de l'intersection du mur et de mon axe jusqu'ici, échappé, et je vais décaler, même chose, de 0.1, entrée, le trait bleu, vers la gauche. Alors j'ai une sélection multiple, je vais vous montrer comment faire pour l'activer. Il faut aller tout à fait en bas à droite dans personnalisation, et il faut qu'il soit coché site de sélection. Quand il est coché, il apparaît en bas, il n'est pas encore actif, mais il faut ensuite venir cocher, pour qu'il soit bleu, le site de sélection. C'est deux petits rectangles avec une petite croix qui apparaît ici. Donc, une fois que c'est sélectionné, quand j'ai plusieurs objets qui se superposent, ben, je peux sélectionner, j'ai le choix en fait de ma sélection. C'est soit mon trait d'axe, soit mon objet de type ligne. Donc là, je fais décaler, 0.1 entrée, et à droite, je resélectionne mon trait du milieu. Alors, il faut zoomer pour ne pas se tromper. Attrape ici la ligne et je le décale à droite. Et je supprime. Alors, ça me fait des commandes importantes. Mais une fois que j'ai fait ça, il faut ajuster les traits qui sont à l'intersection. Parce qu'un mur, c'est continu. C'est comme un fluide qui circule. C'est le béton qui circule à l'intérieur, qu'on va assurer par la suite. Donc, ce trait qui est à l'intérieur doit disparaître. Pour faire ça, je vais utiliser la commande ajuster, prolonger. Je vais utiliser ajuster. Moi, j'ai pour habitude de sélectionner tout mon dessin, comme on l'a vu sur les autres dessins précédemment. Je sélectionne tout comme bord de coupe, entrée, et ensuite, je sélectionne ce que je veux découper. Ces deux morceaux-là à découper, et je fais mon raccord comme ça. Ça, c'est une méthode. C'est un peu long, mais ça marche très bien. On peut faire à l'avancée notre dessin sous cette forme-là. Je vais vous montrer une autre possibilité qui est intéressante aussi, avec une option qui s'appelle multiligne. Et on peut la taper directement. Alors le bouton, on l'a pas directement ici dans les boutons de dessin. C'est pour ça que moi je passe directement par la commande qui s'appelle mligne, que je tape au clavier. Si vous tapez mligne au clavier, la commande apparaît, vous tapez entrée. Et j'aime bien cette commande parce que ça permet de préparer ce que vous voyez après dans d'autres logiciels, notamment dans Revit, pour les objets paramétriques. Un objet paramétrique, c'est quoi? C'est un objet qui va avoir en plus de sa fonction simple, c'est-à-dire d'être une ligne, il y a des objets qui sont des informations qui sont complémentaires à cet objet-là. Et en l'occurrence ici, les informations complémentaires, c'est l'écartement entre nos deux lignes qu'on va tracer, et également alors c'est l'espacement entre les deux lignes, et la manière dont on veut poser ces deux lignes sur le document. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais sur la justification, le bouton de l'option justification qui est en bas, je vais pouvoir créer deux lignes. Multiligne, c'est pour créer deux lignes, ou même on pourrait en faire plusieurs, mais deux, c'est bien. Deux lignes, en venant m'appuyer soit à l'axe de mes deux lignes, soit à gauche sur la ligne de gauche, soit sur la ligne de droite. Nous, on va utiliser l'option qui s'appelle nul, c'est-à-dire à l'axe. Et l'échelle, je suis en mètres, mon épaisseur de mur est de 0.2, entrée. Maintenant, il me dit qu'on peut démarrer le dessin. Et donc, ce qui fait que si je viens ici, je vais pouvoir dessiner au fur et à mesure directement mes deux segments en un seul clic. Et ça a la même fonctionnalité que
que les polylignes, c'est-à-dire que je peux utiliser l'option chlore à la fin ici, soit en cochant chlore, soit en tapant chlore au clavier directement à la volée, et il raccorde en fait directement les éléments. Alors je vais relancer la commande multiligne en tapant entrée, ça marche, j'ai pas besoin de retaper mligne puisque c'est la dernière commande active, donc tape mligne, entrée. J'ai pas besoin de remettre en place les justifications et l'échelle, c'est déjà en mémoire. Et je vais sélectionner en fait l'autre mur. Vous voyez qu'en un seul clic, je fais échappe pour sortir de la commande, je viens de tracer les autres éléments. Et si je regarde mon dessin, j'ai un petit bout de mur à tracer, il faut que je trouve la cote, mais j'ai mon dessin qui est pratiquement terminé. Je pourrais faire la même chose à l'étage. Alors, je vais le faire à l'étage pour vous montrer certaines informations qui sont importantes. Alors, notamment, je vais faire le dessin de l'étage aussi. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai ça? Je dois l'avoir aussi. Et on va considérer que ça, c'est aligné. OK. Alors, je vais le faire pour l'étage. Je relance multiligne. Mon module, il se représente sous cette forme-là, je crois. Ouais, c'est ça. Tac, ici. Je fais chlore pour fermer, c'est plus simple. Je relance multiligne. Je tape entrée et je viens m'accrocher ici. Alors, c'est pas une obligation de travailler comme ça, hein. C'est différentes méthodes. À vous de choisir. On a ajusté tout à l'heure le segment. Vous allez voir qu'en fait, si vous faites un double clic ici sur la multiligne, vous allez pouvoir avoir des options qui s'affichent dans votre fenêtre de raccordement entre vos multilignes. Ce qui permet de sélectionner ici un T ouvert. Et le T ouvert, vous allez d'abord sélectionner le segment qui doit être raccordé au segment d'à côté. Et automatiquement, vous faites le raccord. Donc, c'est assez intéressant d'utiliser cette option pour raccorder et pour aller un peu plus vite dans le tracé de vos segments. Alors, pareil, hein, toujours pareil, c'est une méthode de tracé. Peut-être que vous en avez d'autres. Le tout, c'est de réussir à faire ce qu'il faut. Parfois, ces options de multiligne sont limitées. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous n'arrivez pas à faire les raccords. Je vais vous montrer comment, quand est-ce que c'est limité. Est-ce qu'on peut reprendre le paramétrage de la multiligne? Ouais, je vous remontre. Vous tapez mligne au clavier, entrée. Il est préférable d'enlever la saisie dynamique, parce que souvent ça perturbe les choses. Moi je l'enlève. Quand vous venez dans justification ici, vous sélectionnez nul pour être à l'axe de votre sélection. Alors, ensuite, vous cliquez sur échelle et vous tapez 0,2 au clavier. Votre dessin est en mètres. Et ensuite, une fois que ça s'est mis en place, vous allez pouvoir tracer votre multiligne automatiquement. Alors, je vais le refaire maintenant pour l'isolant. Par exemple, l'isolant a une épaisseur de 10 et la justification, c'est à gauche. Avant de faire ce tracé-là pour l'isolant, je vais me mettre dans le calque isolant. Je relance la commande mligne, entrée. Ma justification, je la modifie, je la mets dessus. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, on verra après. Mon échelle, c'est 0,10 pour mon épaisseur d'isolant. Et je viens pour poser mon isolant en m'accrochant à l'intérieur. Non, il n'y a pas d'isolant ici, je crois. Attendez, il est où l'isolant déjà? Alors, parce que là, je suis en train de faire le mauvais dessin. Hop. Voilà, il est à l'intérieur, sur toute la périphérie, à l'intérieur du rez-de-chaussée. Donc là, je reviens sur mon plan du rez-de-chaussée. Je relance ma commande mligne. Le paramétrage il est déjà bon, on le voit ici, c'est marqué dessus, 0,10, standard. Ok, je suis dans le bon calque isolant. Je sélectionne ici mon contour et je peux ainsi tracer et je fais chlore pour aller plus vite et il raccorde automatiquement. Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément la panacée, mais c'est une méthode possible pour faire votre tracé. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, sur certains plans, vous n'avez pas de la cotation qui est superbement bien définie. Alors, c'est aussi, comment dire, c'est un tracé qui a été fait par un être humain, donc il se peut aussi qu'il manque des infos, quoi. Par exemple, le bout de mur qui est ici, on a 420 depuis l'isolant, donc ça veut dire que si je trace une ligne à 420 par rapport à mon axe, j'aurai la fin de mon mur. Par contre, je ne connais pas sa longueur. Sa longueur, en fait, elle est liée à la longueur de la cloison.
que je ne retrouve pas ici directement, je suis obligé de passer par des successions de lignes de code pour trouver l'information manquante, en fait. Ça veut dire que si je fais une déduction, j'ai 4 mètres 20, je ne la retrouve pas ici. Comment je peux faire pour trouver l'info? Le passage est de 1 mètre. J'ai ma cloison, j'ai mon axe ici, l'isolant. Il faut que je fasse l'isolant et 1 mètre. Je trouve le point de départ. Alors, je vais vous donner l'info, comme ça, vous l'aurez. Je le mettrai sous forme de cotation. Comme ça, vous allez vous appuyer sur cet élément-là pour faire le tracé. Donc, en gros, de l'isolant, j'ai 1 mètre. Et ensuite, de l'isolant qui est en bas, j'ai 4 mètres 20 plus 10, 4,30. Donc, je reprends mon dessin et je vais vous le coter pour que vous puissiez vous appuyer là-dessus. Je suis sur l'axe qui est ici. Je vais faire un trait de construction. Je vais passer dans mes traits ici, trait de construction. Je vais changer dans les propriétés des calques des traits de construction. Je vais enlever les traits d'axe. Je vais le mettre en continu. J'ai plus besoin qu'il soit en trait continu. OK. Je le rends courant. Trait de construction, c'est bon. Et je m'aperçois que j'ai un problème. Pourquoi? Parce que mon mur devait être sélectionné ici. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il apparaît en haut? Ah oui, parce que le jaune se superpose au bleu, donc ça sort marron, quoi. Donc bon, ça c'est pas très grave, c'est pas un souci. Alors je reviens à mon dessin. J'ai dit que je vais faire un trait de construction avec une ligne qui part de l'isolant et qui monte ici en mode ortho de 1 mètre. Échappe. Et de la même manière, j'ai un trait qui part de l'isolant ici et qui monte en mode ortho de, on a dit, 4 mètres, 4 mètres 30. 4,30 entrée. Donc voilà mes deux segments. Alors celui-là, je peux le déplacer pour venir le déposer ici. Ce qui me permet maintenant d'observer la longueur de mon segment. Je vais venir prendre le segment qui est ici. Alors il y a différentes méthodes, hein. Vous pouvez le faire avec des cercles. Je vais venir le mettre là. Le segment qui est là, il est faux. Donc mon trait de construction, maintenant, je peux le décaler de 0,10 de chaque côté, c'est-à-dire à droite et à gauche. Échappe. Donc je ne suis pas obligé de faire à chaque fois des multilignes partout. Maintenant, ces deux segments, je les bascule dans mon calque qui s'appelle le calque mur. Et il me manque, en changeant de calque, en passant dans le calque mur, il me manque les deux extrémités à rajouter en haut et en bas, avec la commande ligne, bien sûr. Alors, je vous donne les cotes. Donc, je vais dans annoter, je préfère. Je vérifie bien que je suis annotatif métrique. Ça, c'est bon. Je vais revenir dans début. Je passe dans le calque qui s'appelle cotation. Et je vais faire une cote linéaire. Mon mur, ici, fait 2,30 m. J'ai tracé ma cotation. Je vais venir dans annoter. Pourquoi je vais utiliser une option qui s'appelle continuer? C'est quoi l'intérêt d'utiliser la cote non pas linéaire mais continue? C'est qu'elle va s'appuyer sur le dernier point sur lequel je viens de cliquer pour continuer la ligne de cotation alignée avec la précédente. Donc là, j'ai 2 mètres. Là, j'ai 10. Là, j'ai 20. Et je fais échappe pour sortir de la commande. Donc voilà ce que vous devez avoir sur votre tracé. Et si je fais une cote linéaire du départ jusqu'à là, je crois, c'est 4 mètres 30. Je crois que c'est celle qui correspond de mémoire à mon tracé. En fait, c'est 4 mètres 20, c'est parce qu'il y a une cloison entre temps. Donc celle-là, elle ne correspond pas à mon tracé. Je peux la supprimer. Donc ça vous permet de savoir comment tracer votre mur. Vous pouvez le faire aussi, tracer un mur sur toute la longueur et ajuster avec des traits de construction, avec la commande ajuster. Bon. Donc, pour revenir à ce que je disais sur les multilignes sont intéressantes jusqu'à un moment où vous n'arrivez pas à faire les raccords. Je vous montre en me remettant ici dans un calque, dans le calque adéquat, c'est-à-dire le calque mur. Je vais créer un n-ligne en remettant ma justification nulle et mon échelle à 0,2 pour tracer des murs. Et je vais tracer un ensemble de murs pour vous expliquer le principe.
des endroits où j'ai des soucis. Alors, comment c'est les soucis de raccordement? Quand j'ai un souci de raccordement, bon, imaginons que c'est ça. Alors, il se peut que parfois, quand vous cliquez sur vos éléments, quand vous voulez faire un T ouvert, ben, ça marche pas. Vous sélectionnez un, vous sélectionnez l'autre, il veut pas le faire. Vous sélectionnez à l'envers, ça fonctionne, mais ça vous enlève des morceaux. Et vous voyez vite la limite de votre élément. Parfois, ça marche pas. Vous supprimez, par exemple, un élément que vous avez raccordé, ça vous fait un trou. Et à ce moment-là, vous pouvez plus manipuler à l'intérieur. Vous pouvez soit créer une ligne à part, par-dessus en fait, soit vous voulez reprendre la main sur le tracé et avoir des lignes ou des polylignes plutôt que des multilignes. À ce moment-là, vous utilisez la commande qui est ici en dessous de la gomme, qui s'appelle décomposer. Décomposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez exposer votre multiligne. Elle perd sa fonctionnalité de multiligne. Si vous double-cliquez dessus, vous n'avez plus ces options de multiligne. Et à ce moment-là, vous avez des commandes de ligne classique, en fait. Donc, ça veut dire que vous avez transformé votre multiligne en ligne. Les autres multilignes n'ont pas été transformées. Si vous voulez les décomposer, il faut faire la même chose. Vous décomposez. Et à ce moment-là, vous perdez la fonctionnalité. Quand vous perdez la fonctionnalité de multiligne, faites attention. Vous avez perdu ces éléments. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus les recomposer. Ça, c'est un peu le souci. Il faut vraiment le faire à la fin, quand vous avez fait tout ce que vous pouvez faire avec vos raccordements de multilignes, que vous avez gagné suffisamment de temps pour après faire passer dans votre option. Ce qui me permet ici, maintenant, de venir raccorder mes segments et de ne pas faire de la bricole sur mes multilignes. Ok, ça va jusque-là, pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas de questions à la volée. Il faut prendre le temps de refaire ces applications. Ensuite, pour tracer le reste, ben là, après, vous passez dans le calque qui s'appelle par exemple cloison. On observe le schéma et on peut le faire avec des multilignes, mais on peut le faire aussi avec des segments et il faut tracer les valeurs qui sont ici. Donc, vous pouvez très bien tracer une ligne, le décaler et faire les raccordements au niveau de vos cloisons. Alors, je vais le faire sur la cloison qui est ici. Je vais utiliser encore multiligne parce que ça m'arrange, mais une cloison de 10. Qui part de l'extrémité de mon mur et qui va jusqu'à l'isolant de l'autre côté. Alors revenons ici à l'extrémité, je vais geler le calque des cotations, parce que pour l'instant j'en ai pas besoin, paf, disparaître, je fais échappe pour sortir de la commande, et je vais tracer ma cloison. Je suis dans le calque qui correspond, je tape M', et je vais faire ma justification dessus, je vais faire une échelle à 0,10, pour tracer le bout de cloison qui est ici, jusqu'à la perpendiculaire. Je fais échappe pour sortir de ma commande. Cette cloison, je vais être amené à l'ajuster avec une dimension pour la porte qui fait combien? Qui fait, alors la position, on l'a pas. Alors si vous n'avez pas la position de la porte, ben, vous allez le faire à l'œil, c'est-à-dire vous allez mettre, il y a un 60 de frigo, il faut que la porte de frigo s'ouvre. On va la mettre la plus à gauche possible, donc on va mettre par exemple à 120 du bord de droite. Donc à chaque fois, si vous n'avez pas l'information, bah vous faites un choix, hein, vous dessinez, il faut que ça soit représentatif de ce qu'a voulu faire l'architecte ici. Donc je rebascule ici, je vais tracer par exemple, dans le calque cloison, c'est pas très grave, une ligne basée ici, sur une certaine longueur, peu importe, et cette ligne-là, je vais la décaler, on a dit, décaler de, ou même déplacer, puisqu'en fait, ce segment-là, il ne me sert pas à grand-chose, je peux le déplacer. Je l'attrape par là, je le décale dans cette direction de 1,20 m. Ensuite, je vais encore décaler ce segment, cette fois-ci, de 1 mètre. Je refais décaler. Non, cette fois-ci, si je la décale, je perds le premier segment. Donc, je vais faire copier. Copier, je sélectionne mon segment, je valide entrée. Je prends le point d'accroche en haut. Je vais dans la direction qui m'intéresse. Et je dis 1 mètre pour mettre en place ma porte par la suite. Je fais échappe. Et je vais maintenant ajuster ma multiligne. Alors, si je double-clique sur ma multiligne, je m'aperçois qu'au niveau des options, je peux couper, faire une coupure sur une ligne ou couper tout. Alors, si on sélectionne couper, il nous demande en bas sélectionner la multiligne, sélectionner le point de coupure, et c'est là où il faut cliquer correctement sur le segment qui correspond. Alors, moi, je trouve que ça marche pas très bien. Vous voyez, il me fait un découpage. Alors, s'il me le fait n'importe où, à la limite, c'est pas très grave, puisqu'après, je peux prendre ma multiligne
et la déplacer. Mais ce n'est pas l'option la plus intéressante. L'idéal, c'est une fois que vous avez fait votre coupure, c'est de décomposer votre multiligne et venir ramener les extrémités au bon endroit, comme ceci. De la même manière ici. Alors, il vaut mieux le faire loin du point effectif. Et toujours pareil, ce n'est pas la seule méthode. La méthode, vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Ce qui m'a servi pour ajuster mes lignes, je viens les raccorder ici. Puis pour ceux qui ont déjà vu d'autres méthodes, c'est bien aussi de voir d'autres méthodes de tracé. Une fois que j'ai fait ça, je peux récupérer une de mes portes. Alors, est-ce que j'ai une porte ici? Ben non, j'ai pas de porte. Donc, il faut que je la trace. Donc, je vais aller dans menuiserie, je vais tracer une porte. Alors, comment on fait pour tracer une porte? On regarde le schéma qui vous est fourni. Ben là, c'est, si on zoome un peu dessus, bon, il y a les menuiseries qu'on peut redessiner avec 5 de décalage, etc. On va faire un décalage de 5 cm pour un rectangle de 5 cm pour notre porte. Et si le passage est de 1 mètre, ben, l'arc de cercle doit faire 1 mètre aussi. Alors, je ne vais pas le faire de manière trop détaillée. J'aurais préféré vous donner le symbole qui correspond. Mais on pourra très bien, vous allez voir dans l'autre application, on peut les dessiner, il n'y a pas de souci. Donc là, si je fais un rectangle par exemple, je vais changer d'abord de calque. Je vais aller dans mon calque qui s'appelle menuiserie. Dans le calque menuiserie, je vais faire un rectangle avec, je vais m'appuyer ici, un carré pardon, qui fait 5 par 5 cm. Donc je vais taper arrobase 0.05 pour être en centimètres, enfin en mètres, virgule 0.05, donc ça fait 5 cm par 5 cm, relatif par rapport au premier point sur lequel j'ai cliqué, entrée. Donc ce que je viens de faire ici, c'est un des côtés, mais je l'ai mis vers le haut, je vais le déplacer pour le mettre au bon endroit. Donc je le sélectionne. Ah, c'est pas bon, il faut que je fasse une sélection plus fine, donc je zoome, je sélectionne mon élément, je tape entrée. Je prends le point d'accroche en haut pour venir poser. Alors la menuiserie, je ne sais pas si était posée comme ça, peut-être de l'autre côté. Bon, ici, à l'axe, voilà. Ensuite, je vais faire une commande rectangle de la même manière. Je vais sélectionner ce coin-là. Et de manière identique à la précédente méthode, je vais faire arrobase. En X, je me décale de 5 cm, donc 0,05, virgule, et comme je descends, de 1 mètre moins les 5 cm de menuiserie de la porte, donc de 0.95. Entrée. Ah, j'ai oublié de mettre le moins. Donc la porte là, elle s'ouvre vers le haut. Bon, pas de souci, je vais déplacer cet élément, je le sélectionne et je fais déplacer pour la mettre en bas. Là, je l'ouvre de ce côté-là. Alors, je ne sais pas si ça correspondait avec ce qu'il fallait faire, bon, sinon c'est pas très grave, hein. C'est pour s'entraîner. Je fais un cercle maintenant qui est centré sur le point ici d'intersection et qui va jusqu'à l'extrémité de ce côté-là et qui doit arriver de l'autre côté sur ma cloison. Et je vais ajuster maintenant avec la commande qui s'appelle ajuster. Je vais ajuster mon cercle en définissant dans un premier temps les bords de coupe, c'est-à-dire mon rectangle, et de l'autre côté, mon côté de cloison. Je tape entrée pour valider et ensuite je sélectionne ce que je veux enlever de mon arc de cercle. Donc là, j'ai créé dans mon calque ma porte. Alors, ce que j'ai créé là, si j'ai besoin de le réutiliser, ça serait intéressant d'en faire un bloc. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Vous allez voir, il y a une vidéo qui permet de faire ça. C'est assez facile, hein. Vous faites insertion. Non, pas insertion, parce que c'est pour l'insérer, mais vous faites créer un bloc ici. Vous faites créer un bloc. Vous sélectionnez tous les éléments qui sont là en noir. Et vous avez créé un bloc, vous l'appelez porte. Le tour est joué. Vous allez pouvoir l'insérer dans votre fichier correctement. Alors, je regarde mon dessin, j'aimerais vous montrer aussi les autres insertions. Donc là, je peux mettre le frigo qui est ici, le positionner directement au bon endroit. Donc, je reviens dans mon dessin et je vais pouvoir sélectionner mon frigo qui est ici. Je vais début, je vais le copier pour garder l'original ici. Je fais une fenêtre de sélection autour de mon frigo, je fais entrée. Alors, juste avant, je vais regarder, c'est un seul bloc, hein. Donc je vais faire copier, ouais, je refais copier. Je sélectionne une fenêtre autour de mon frigo, je tape entrée, ou clic droit à la souris, ça permet de faire la même chose, ça permet d'aller plus vite. Je l'attrape par un bord, il faut être vigilant sur le point de sélection. Je vais enlever le mode ortho pour pouvoir le faire naviguer. Je dézoome avec ma souris, j'appuie sur ma molette centrale
pour venir utiliser le panoramique pour déplacer ma fenêtre et venir zoomer là où je dois le poser. Alors, je dois le poser sur ce point d'intersection qui correspond au bord de ma cloison et au bord du mur. Il veut coller encore d'autres éléments de type frigo. Si je déplace ma souris, je n'ai qu'à faire échappe pour dire qu'il n'y en a pas d'autres. Cet élément que je viens de poser, je dois le faire pivoter, le faire tourner. Je sélectionne le frigo, j'utilise la commande rotation. Il me demande en bas, dans la barre de commande, le point de rotation, le point de base. Je vais zoomer sur le point pour être précis, parce qu'il y a deux points qui sont assez proches. Et je vais lui définir un angle de rotation. L'angle de rotation, je vais regarder, je suis en grade, et je suis, si je regarde la valeur qui est en bas, dans le sens, je tourne dans le sens topo. Donc a priori, je peux taper une valeur de moins 100 grades, mais l'idéal, c'est de venir poser votre curseur sur l'axe qui permet de définir la rotation et d'avoir le frigo correctement orienté. Donc comme j'ai la cloison qui me permet de m'aligner, je viens de poser mon frigo et il faudra faire la même chose pour les autres éléments. Donc logiquement, vous êtes capable maintenant de dessiner l'ensemble du plan. Si vous manque des informations, par exemple les marches ici, vous allez mettre 20 cm de marche, vous décalez les traits de 20, vous faites un choix perso, quoi. Les traits, même chose, les longueurs de cloison, si vous manque des informations, la cloison elle fait 60, enfin le placard fait 60 de profondeur. Bon, voilà, vous définissez vous-même les valeurs manquantes, si vous manque des infos, vous les placez à l'œil. Ça va? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ce qu'on a fait pour le rez-de-chaussée, après il faut le faire pour l'étage. Ça vous permet de vous entraîner sur les deux schémas. Non, ça c'est pas ça qui m'intéresse, c'était ça plutôt. Pas de questions? L'idéal c'est de prendre le temps de le faire jusqu'à la prochaine séance, c'est-à-dire la semaine prochaine, et de me préparer un listing de questions, de points bloquants, voilà, sur vos dessins. Alors, qu'est-ce que je voulais aborder encore ce soir? Je crois qu'on arrive à la fin de la séance. Non, on a commencé à 18h30, ouais, donc il nous reste encore 20 minutes. Au niveau du dessin en lui-même, je pense qu'on a vu comment aborder le dessin et continuer le dessin. Est-ce que vous avez des questions sur d'autres éléments du dessin? Je pense que là, hop, c'est bon. On va parler de cotation. La prochaine fois, on verra comment gérer du plan archi vers le plan de coffrage votre dessin. Je pourrais vous distribuer un élément de correction pour pouvoir travailler dessus. Alors, je reviens ici pour la partie cotation et texte. Pour gérer la partie je dirais, dessin, on a vu l'essentiel. On va voir maintenant la cotation. Je vais dans l'onglet ici annoter, je vérifie bien que je suis sur annoter métrique. Je contrôle ici mon échelle d'objet annotatif, je suis au 1/50e. Je vais pouvoir utiliser mes cotes. Je déroule, moi je préfère le faire comme ça, en déroulant et en choisissant la cote, le type de cote qui m'intéresse. Linéaire si je suis dans le mode ortho, aligné si j'ai des pans qui sont inclinés, angulaire pour avoir des angles sur des pans de mur qui sont orientés avec un certain angle, etc. etc. Donc moi j'utilise linéaire ici, et je vais faire de la cotation sur plan architecte. Alors faites bien attention, c'est là où ça pêche. C'est pas tant dans le graphisme, c'est dans le rendu que vous allez mettre en place par la suite. Souvent, il y a un décalage entre le travail que vous avez fourni et ce que vous allez rendre, qui vient du fait qu'il y a une certaine normalisation au niveau de la cotation. La cotation doit se faire sur une seule ligne de cote. Il faut coter un maximum d'infos. Et pour faire ça, alors, il faudrait que je vous mette les ouvertures d'abord, je vais le faire pour vous montrer comment faire. Par exemple, ici, j'ai la ligne de cote qui est définie. 3,20 m, 1 m, 1,20 m, 1,60 m, 1,50 m. Alors, c'est pas 3,20 m, on avait dit que c'était une autre cote, c'était, j'ai oublié. Je crois que c'est, j'aurais dû le noter tout à l'heure, les deux valeurs qui sont aux extrémités. Je vais noter les valeurs. Si vous pouvez juste me redonner la valeur. Donc, 1,60, 1,50, 2,40 et la dernière, la première et la dernière, c'est 2,20 m et 1,30 m. Ok, super, merci. 2,20 m et 1,30 m. Et je vais tracer comme ça mes ouvertures.
Donc là, j'ai une ligne de code qui me permet de tout mettre en place au niveau des ouvertures de façade. Je vais revenir sur mon plan comme ceci. Et je vais aller dans mon calque, par exemple, je reviens ici. On fera la cotation après, hein, je me suis un peu emballé. Je vais revenir ici dans mon calque mur. C'est mieux de le faire dans le calque mur plutôt que dans le calque construction. Je vais faire une commande ligne. Sur mon accroche, je suis accroché à l'extrémité. Alors, je vais me faire ici un trait qui remonte jusque là. Comme je ne suis pas sûr de ce que je viens de faire, je préfère le refaire. Je prends le mode ortho, je relance une commande ligne et je viens attraper ce coin-là et je monte. Je mets dans cette direction, je tape à la volée toutes les valeurs. Alors je vais aller très loin pour être sûr d'avoir toutes les valeurs qui s'affichent au fur et à mesure. Donc je tape à la commande 2.20 entrée, 1 entrée, 1.20 entrée, 1.60 entrée, 1.50 entrée, 2.40 entrée, 1.30 entrée. Si j'ai bien bossé, on doit arriver sur le point d'extrémité ici, ça colle. Échappe, c'est bon. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tous mes segments sont ainsi définis. Je vais pouvoir venir saisir l'accroche extrémité de mes segments et tracer ici, grosso modo, en fait, les arrêts de mes segments, de mon mur, en fait. Je refais, je détecte, je viens longer ici pour trouver le petit carré qui va me dire que je suis arrivé à un bout de mur à couper. Je fais échappe, je déplace, je relance une commande ligne, je me balade le long pour détecter l'extrémité du morceau et je trace. Je descends jusqu'à n'importe où, on s'en fiche pour l'instant. Mais on pourrait s'arrêter le long du mur aussi, c'est vrai. Je refais une commande ligne. Alors je vais le faire ici, là, et je vais aller m'accrocher ici à la perpendiculaire. Je n'ai pas besoin d'aller trop bas. Je refais une commande ligne et je dois avoir ici, alors ça c'est le milieu et l'extrémité. Je vérifie, ça me paraît un peu étonnant, j'ai dû rater un truc. J'ai une ouverture, deux ouvertures, trois ouvertures. Une ouverture. Alors il doit me manquer un segment ici. Ah là, il est là le segment. Ok, je fais une commande ligne, je viens m'accrocher là et je vais jusqu'au bout du mur. Alors quand je vais jusqu'au bout du mur, je me suis trompé puisqu'en fait je coupe aussi l'isolant. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux aller ici jusqu'à l'isolant. D'accord? Ici, mon segment, j'aurais dû l'arrêter. Ça aurait été plus simple de l'arrêter à l'isolant. Ici, même chose, je vais m'arrêter à l'isolant. Ici, je m'arrête à l'isolant. Ce segment-là, il ne me sert plus à grand-chose. Ce segment-là, il me sert. Ce segment-là, il ne me sert à rien. Ce segment-là, il ne me sert à rien. Et ce segment-là, il ne me sert à rien. Et celui de départ, non plus. Ce segment, il ne sert à rien non plus. Et celui-là, en fait, au fur et à mesure, je vais pouvoir les supprimer. En fait, mon ouverture est là, à l'intérieur. Comment je vais faire? Je vais utiliser la commande ajuster. Ajuster les bords de coupe, moi, mon réflexe est de tout prendre, valider entrée, et ensuite couper les bouts de mur qui doivent disparaître. Ce mur-là, celui-là, celui-là, et ce qui est à l'intérieur, et ainsi de suite. Ça, ça et ça. Je fais échappe. J'efface maintenant mes traits de construction qui sont au-dessus. OK. Et je vais pouvoir maintenant ajuster aussi. J'aurais pu le faire dès le départ. On peut le faire en refaisant ajuster. Je sélectionne l'ensemble de mon dessin ici comme bord de coupe. Je tape entrée. Et ensuite, j'enlève les morceaux qui sont de part et d'autre qui servent à rien. Là, en fait, même ce dessin, ce segment, je n'en avais même pas besoin. C'est pas grave, il y en a plusieurs. J'enlève tous les morceaux qui servent à rien. Alors c'est important de le mettre dans le calque mur parce que les épaisseurs de mur ont leur importance. Sauf que le mur ici s'arrête à l'extrémité. Même chose ici. Il faut arrêter les murs au bon endroit. Alors c'est pour ça que on verra par la suite qu'il y a des ajustements à apporter pour notamment au niveau de la cotation pour que ça sorte bien. Il faut affiner un peu votre tracé. Il y a peut-être plusieurs méthodes pour faire le tracé. Ce qui veut dire que là, mes éléments qui ont été coupés, il faut que je rebascule maintenant dans le calque isolant, que je lance une commande ligne et que je ferme
la zone d'isolant. Échappe pour sortir, je fais entrée pour relancer la commande ligne qui a été activée, échappe, entrée, je sélectionne les 2 points, échappe, entrée pour relancer la commande ligne, automatiquement, ça va plus vite que recliquer là-haut, échappe, voilà. Donc ça, j'ai mis en place toutes les ouvertures. Après, je pourrais venir insérer mes différents blocs de menuiserie à l'intérieur. Je vais pouvoir venir maintenant parler de cotation. Et ensuite, on verra les hachures et le reste, et le texte. Donc si maintenant, une fois que c'est fait, je pense à faire enregistrer sous, fichier enregistrer sous. Moi, pour l'avancement, je vais mettre une version C2. Ça peut être intéressant. Et je vais procéder à l'annotation ici de cotation. Je choisis des cotes linéaires. Je vais coter de l'extrémité du mur jusqu'à l'ouverture et je positionne. Alors, ça sort en jaune. Ça veut dire que c'est pas bon du tout. Je fais échappe. Je dois revenir dans l'onglet début du ruban et passer dans la calque cotation. Alors, le texte ne peut être rendu courant. Pourquoi il ne peut pas être rendu courant? Je reviens dans les propriétés du calque, je m'aperçois que le calque cotation a été gelé. Je le dégèle pour pouvoir voir ce que j'ai déjà coté, qui était masqué ici dans mon schéma. Donc je reviens ici. Je retourne dans la gestion de mes calques pour choisir le calque cotation comme calque courant. Je reprends l'onglet là-haut à noter. Je reclique sur linéaire et je sélectionne ici premier point, deuxième point, et je positionne ma cotation, pas trop loin de mon mur. Une fois que j'ai fait cette cotation de 2,20 m sur le premier tronçon, c'est vrai que je pourrais coter encore 2,20 m, cliquer entre 2 points, ensuite entre 2 autres points, entre 2 autres points, et ainsi de suite. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'aller un peu plus vite et donc d'utiliser la commande qui s'appelle continuer, comme on l'a vu précédemment. Si je fais continuer ma cotation, il va garder tout de manière alignée, parce que c'est la norme, c'est comme ça qu'il faut faire. Il garde au lieu de faire 2 clics, j'ai plus qu'un seul clic à faire. C'est-à-dire jusqu'où je veux aller. Donc je vais aller jusqu'ici. Ensuite, je vais aller jusque là. Et je clique sur une seule longueur. Échappe. Et je dois avoir les mêmes cotes que sur l'énoncé, sinon j'ai fait une coquille, mais a priori ça a l'air d'être bon. Donc voilà comment il faut coter. Bien sûr, il faudra faire des cotations d'ensemble, des cotations d'axe en axe, on fait la même chose. Cotation linéaire, je sélectionne ici, alors si j'ai pas, vous voyez que mon accroche-objet se met soit à l'extrémité, soit à des intersections. Si je veux l'imposer comme tout à l'heure, je fais Shift au clavier, je maintiens, clic droit de la souris, et je vais imposer le proche, ponctuellement. Et je vais venir dire, je vais mettre ma cote à peu près ici. Jusqu'où? Jusqu'à la perpendiculaire qui est là, à peu près par là. Une fois que j'ai mis cette première cote, je vais utiliser la cotation continue pour aller jusqu'à l'axe suivant et jusqu'à l'axe suivant. Je fais échappe pour sortir de la commande. Et bien sûr, il faudra aussi une cotation d'ensemble de votre bâtiment, c'est-à-dire une cote linéaire qui part, alors tout ça c'est normalisé, hein, qui part d'un coin jusqu'à l'autre coin du bâtiment en la déposant tout en haut. Toujours pareil, on part du plus général au plus particulier au niveau de la cotation de notre bâtiment. La cotation que vous avez mise en place ici à l'extérieur, elle n'est pas suffisante pour décrire l'ensemble du bâtiment, notamment la position du mur qui est et son épaisseur, pour décrire la totalité de ce qui se passe ici au niveau de l'ouvrage. Vous allez être obligé de mettre en place une cote linéaire. Alors même chose, Shift, clic droit, proche, pour aller dire, moi je vais prendre un point ici, je vais coter jusque là, je pose ma cote ici, et je fais continuer. Et je vais continuer, et je sélectionne tous les éléments de mon mur, hop là, attention, jusqu'à, alors une fois que l'isolant a été coté à un endroit, j'ai plus besoin de le coter partout. Par contre, il faut coter les murs, voilà, comme ceci. Sur une seule ligne, j'aurai plusieurs informations. Si jamais les cotations se chevauchent ici, vous pouvez très bien cliquer dessus, utiliser le grip pour décaler en fait la valeur numérique et pouvoir ainsi rendre les choses un peu plus lisibles. Même chose, si c'est trop proche, vous décalez la valeur numérique au niveau de la cotation. Ça permet de rendre les choses un peu plus lisibles, mais il faut que ça soit sur une seule ligne de cote. Ce qu'on a mis en place permet de connaître l'épaisseur du mur, l'épaisseur de l'isolant et la position des éléments les uns par rapport aux autres. Il faut veiller à avoir toutes ces informations-là dans les deux directions.
C'est comme ça que la cotation est complète sur votre ouvrage. Il faut se mettre dans la peau de celui qui va réaliser en fait l'ouvrage et se dire est-ce que j'ai toutes les informations numériques pour pouvoir réaliser l'ouvrage en sa totalité. C'est comme ça que vous pouvez contrôler que votre cotation est complète. Bien, ça va jusque-là? Pas de questions? Ok, on continue. Hein. Si vous avez des questions, vous posez à la volée. Il faudra bien sûr refaire ces exercices-là pour la semaine prochaine et on pourra continuer sur cette application la semaine prochaine. J'essaierai de vous répondre à vos questions individuellement. Je vais geler, on revient dans le début, et je vais geler maintenant la partie cotation. Il ne veut pas, pourquoi? Parce que c'est le cas courant. Ok, alors qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer des hachures. Je vais cliquer là-dessus. Je vais aller dans le calque hachure pour le rendre courant. Maintenant que j'ai rendu le calque hachure courant, maintenant je peux geler tout ce qui correspond aux cotations. Ok, ça marche. Maintenant que je suis dans les hachures, je vais cliquer sur le bouton hachure qui est dans la partie dessin tout à fait à gauche ici. Je vais pouvoir cliquer dessus. Mon ruban va être modifié et il va me proposer des motifs de hachure, des échelles pour les représenter et des points pour cliquer à l'intérieur. Donc moi, je vais choisir non pas solide, parce que je trouve que ça noircit trop les choses et qu'on voit pas bien les choses. Je vais choisir le ANSI 31. Le ANSI 31, c'est des traits à 45 degrés. Et si je viens zoomer contre mon élément, enfin, si je survole en fait mes éléments, quand ils sont fermés, il me donne en fait une proposition de hachurage. Alors, ici, si je viens dans cette zone-là, vous voyez qu'il met un seul trait. Ça veut dire que mon échelle, avant de cliquer, en fait, avant de cliquer, je m'aperçois qu'il détecte la zone autour des axes, en fait. Et ça m'intéresse pas parce que je vais être obligé de dédoubler mes clics. Alors, je fais Isha pour sortir de la commande. Et de la même manière, je vais geler mes axes pour pas qu'ils perturbent mon tracé. Et je vérifie que tout est au niveau des hachures, que tout semble correct. Au niveau de mes superficies, il faut qu'elles soient fermées. Une autre remarque intéressante et importante, pensez à enregistrer avant de faire des hachures, parce que c'est là où on a le plus de bugs et de fatal error. Enfin, c'était le cas avant, ça se fait de moins en moins, mais j'ai toujours le réflexe de le faire, moi, et de faire un enregistrement avant de lancer des hachures. Une fois que je suis arrivé ici, donc, je lance la commande hachure, je vois bien mes zones, je reclique sur ANSI 31, et quand je viens à l'intérieur de la zone, je m'aperçois que les hachures se font pas correctement. C'est-à-dire que l'échelle est pas bonne. Donc l'échelle, il faut jouer avec la valeur d'échelle. Donc soit on essaie une valeur qui est plus petite, 0.1, on revient se mettre à l'intérieur, on regarde ce que ça donne. A priori, ça marche pas bien. Donc si ça marche pas bien, je change la valeur, je mets 0.01, on regarde ce que ça donne, on tape entrée bien sûr pour valider, et on voit que ça marche toujours pas. Donc ça veut dire que c'est pas en réduisant la valeur, mais c'est peut-être en augmentant la valeur. Donc si je mets 100, je tape entrée, on vient se positionner ici à l'intérieur, il fait il faut laisser un peu de temps. Là, c'est trop dense. Donc, trop dense. Je suis allé un peu trop fort. Je vais mettre 5. Entrée. Je viens me positionner ici à l'intérieur. J'attends un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors, l'idéal, c'est de cliquer à l'intérieur. Et il va vous faire le dessin. Et si je clique, qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, j'ai sélectionné. Non, il n'y a rien du tout. Alors, il ne me l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Ah si, il l'a fait, il est là. En fait, il vaut mieux, avant de faire les hachurages, regarder la valeur numérique. Donc là, à 5, c'était trop petit. Donc je vais essayer avec 50. J'ai cliqué sur les hachures pour pouvoir modifier la valeur. 50, ça ne marche pas. Il a complètement disparu. Donc là, je vais changer la valeur. Je vais mettre 0.1. Ah, 0.1, ça marche. Donc là, c'est un petit peu pas suffisamment dense. 0.05, entrée. Et là, j'ai des hachures qui semblent être cohérentes. Je fais échappe. Voilà. Voilà la valeur. Il faut un peu bidouiller pour trouver. Hein. C'est jamais très facile. L'idéal, c'est d'en placer une, de sélectionner ou revenir en arrière si vous voyez aucun trait quand vous avez cliqué à l'intérieur. Sinon, vous avez des hachures. Ce que j'ai fait là pour mes hachures, je vais faire pareil pour l'isolant. Alors, l'isolant, les hachures des isolants, il vaut me le mettre dans le calque isolant. Et alors, si je viens dans les hachures, j'ai pas forcément le symbole qui correspond. Si je veux changer de motif, il faut dérouler ici le bouton qui est juste à côté et aller chercher celui qui peut vous paraître le plus cohérent. Alors, d'habitude, c'est une forme en S. Il y a d'anciens auditeurs qui ont trouvé comment faire des hachures en S. Mais je me rappelle plus comment ils ont fait. C'était une bonne idée. Ils avaient trouvé une astuce pour pouvoir les hachurer en S.
Bon, vous avez des choses comme ça sur lesquelles on peut travailler aussi. Donc ici, j'ai sélectionné le motif. Si je viens à l'intérieur, il faut... attendez, je suis sorti de la sélection. Donc là, il faut que j'aille ici. Il faut cliquer, double-cliquer. Impossible de déterminer. Ouais, non, j'ai pas fait ça. Je reviens. Hop. Le motif, je vais prendre celui-là. La valeur, je la modifie. On a dit 0.05, entrée. Je viens sélectionner ici le contour. Je clique à l'intérieur et ça me donne ceci. Alors, peut-être que ça, si je resélectionne mes hachures et que je change la valeur, je vais essayer de le densifier un peu. Je vais mettre 0.01. 0.1. Je valide. Ça, c'était un peu trop dense. Un peu trop dense. 0.0. Qu'est-ce que j'ai fait? 0.05. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Il faut diminuer la valeur, mais pas trop. Je vais mettre 8. Non. Donc voilà, bon, ça peut être un exemple. J'ai mis 0,08 pour les hachures qui sont ici. Alors, j'ai pas tout hachuré comme il fallait. Je vais rebasculer ici dans mes murs. Non, dans mes hachures, pardon. Dans mes hachures pour être cohérent avec la première partie. Et je vais retourner dans hachures. Je vais reprendre le ANSI 31. J'avais mis, je ne me rappelle plus la valeur. Alors, pour s'en rappeler, il suffit de cliquer ici sur les hachures. Et vous voyez 0,05. Je peux même faire un CTRL-C, copier pour la valeur. Et refaire les hachures sur les deux pans de mur qui me manquent. Donc ici, hop, là, hop, c'est fait. Je peux également aller dans l'isolant, j'aurais dû le faire directement, mais j'ai pas fait attention. Isolant, hachure, le motif, je vais reprendre le bois. Je l'ai appelé, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. Voilà, c'est G-bois 1. Là. Sauf que là, il ne sort pas du tout correctement. Ah, il ne sort pas correctement parce qu'il n'a pas la bonne inclinaison. Donc ici, il suffit de cliquer dessus. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire en deux temps. Et changer l'angle. On peut le faire comme ça aussi. Essayer de trouver le meilleur ajustement pour que, voilà, que ça sorte bien au niveau de la représentation. Alors c'est vrai que c'est pas forcément... alors faut trouver le S. Alors, comme ça peut-être en changeant la valeur, comme on a fait tout à l'heure. 0,8. Voilà. Alors, après on peut ajuster. Hein, mais... Ok, bon, il reste à compléter bien sûr le dessin, mais une remarque importante, c'est je veux apporter, j'ai dit au départ qu'on avait géré les calques pour apporter de l'épaisseur, du volume. En fait, on le voit lorsqu'on a les épaisseurs de ligne ici. Normalement, on a mis les épaisseurs de ligne. Même chose, personnalisation. Il faut que ça soit coché pour apparaître en bas dans notre barre d'aide. Et ensuite, c'est les traits qui sont ici, ces trois traits. Si je clique dessus, je vais pouvoir vérifier que mes lignes apparaissent correctement au niveau des épaisseurs de ligne. Donc, tous les traits qui sont dans le calque mur doivent apparaître en traits renforcés. Alors, ça fait très gras ici, mais quand vous allez l'imprimer, vous allez voir que ça ne fait pas aussi imposant qu'à l'écran. Ça, c'est intéressant que pour contrôler votre dessin. Ici, je vais enlever les types de lignes gras et je vais finaliser mon dessin en disant que dans mes calques, je vais passer dans les calques, dans le calque menuiserie, ici, et je vais tracer des lignes qui correspondent à l'emplacement des fenêtres, des ouvertures de mes menuiseries, et c'est là où je mettrai mes fenêtres et je ferai la partie agencement par la suite. Donc, il doit y avoir ces traits-là qui doivent apparaître un petit peu partout. Hein. Et si je remets mes épaisseurs de ligne,
il y a bien un écart entre les traits qui sont dans le plan de coupe, qui font partie des objets qui ont été coupés, et les traits qui font partie des menuiseries qui sont pas dans le plan de coupe, mais qui sont en contrebas ou au-dessus, on verra pour les plans de coffrage, donc il faut le faire aussi sur toute la périphérie. Donc voilà la base pour pouvoir dessiner votre plan dans sa totalité. Bien sûr, je vous ai donné des blocs pour gagner du temps, pour que vous puissiez avancer votre tracé. Alors, je vous laisse faire cette partie jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se retrouve lors de la séance de tuto. Au niveau du planning, là, vous avez de quoi continuer cette application. Sur le rez-de-chaussée, sur l'étage, vous pouvez affiner les choses. Préparez votre listing de questions pour la prochaine fois et on travaillera ensemble sur déjà déverrouiller ce qui vous a posé un souci et ensuite sur la partie présentation, l'impression sur une feuille de papier de votre plan au format A3 ou A4. On verra comment l'imprimer. Alors là, il y a un cartouche type, mais on verra également tout ce qui concerne le texte, etc. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Je vais enregistrer en version C4, C3 et on pourra reprendre la prochaine fois. C'est bon pour tout le monde? Ok. Je vais arrêter le partage ici. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous n'avez pas de questions, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette application et on passera aux applications suivantes. Si vous avez, voilà, on verra comment s'y faire des multi-fenêtres. Alors pensez à visualiser les vidéos, hein. Elles ne sont pas forcément affichées. Enfin si, maintenant pour vous c'est bon. Elles sont présentées. Alors certaines sont disponibles un peu plus tard, mais elles sont déjà dans le listing des vidéos. Voilà. Bonne soirée.